Bonjour à toutes, aujourd'hui je reçois Gala Merlène qui a parcouru 2300 km sur l'Hexatrek, un sentier de grande randonnée qui traverse la France. Alors avec Gala, c'est assez rigolo parce qu'on s'est rencontrés complètement par hasard. Elle était vraiment au début de son aventure, c'était au Grand Ballon en Alsace. Moi j'étais là pour une randonnée à la journée et on s'est retrouvés à prendre un café au même endroit et à commencer à discuter. Quand elle m'a parlé de son projet, je me suis dit waouh, c'est trop cool, hyper intéressant. Et en fait, la vie a fait qu'on s'est retrouvés après via les réseaux sociaux et que du coup, elle est là pour le podcast et avec plein de choses à nous raconter que je vais découvrir en même temps que vous. Donc j'ai très hâte. Bienvenue Gala. Est-ce que tu veux bien te présenter? Merci Lorraine, merci pour l'invitation. C'est vrai que c'était rigolo de te croiser et de te retrouver sur les réseaux et aujourd'hui maintenant que l'aventure est terminée. Donc merci pour l'invitation. Je m'appelle Gala, j'ai 44 ans, j'habite en Alsace à Colmar. Donc on peut dire que je suis presque partie de la maison. Et, euh, et voilà, et l'Exatrek, ça a marqué la fin d'une année sabbatique. Ah oui, alors tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te lancer déjà dans une grande rando en solo comme ça? Alors en fait, j'avais l'idée de terminer cette année sabbatique par une rando. Mais pour te dire, au début, j'étais partie sur le chemin de Stevenson, donc c'était pas vraiment le même genre. Et en fait, il se trouve que à l'automne 2023, j'étais au Canada en voyage avec ma fille. Et on était parti marcher au Canada pendant 2 mois. Et c'est un gardien de refuge au fin fond des Rocheuses qui m'a dit Oh, j'aimerais tellement venir en France pour faire l'Exatrek. Et du coup, moi, je lui ai dit Mais qu'est-ce que c'est? Et ce jour où il m'a présenté l'Exatrek, je me suis dit ah mais c'est ça qu'il faut que je fasse, j'ai trop envie de faire ça et ça m'a plus quitté, ça m'est plus sorti de la tête et du coup 6 mois après j'étais sur l'Exatrek. Est-ce que pour celles qui connaîtraient pas l'Hexatrek, tu veux bien nous présenter ce sentier? Oui, alors l'Exatrek en fait c'est une grande randonnée qui fait 3000 kilomètres, qui part de Wissembourg en Alsace et qui traverse la France par les montagnes. Donc du coup on fait la traversée des Vosges, du Jura, des Alpes, des Hautes-Alpes, de tous les Causses, massif des Cévennes, et ensuite la traversée des Pyrénées jusqu'à l'océan Atlantique. Donc c'est une traversée qui est assez ardue parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé et puis qu'il faut avoir quand même un peu de temps devant soi si on veut la faire en tout cas en entier. Ouais, carrément, ouais, c'est carrément costaud. Et est-ce que tu avais déjà fait des longues randonnées comme ça avant l'Hexatrek? Ah non, pas du tout. J'avoue que je suis un peu partie la fleur au fusil. Euh, voilà, en me disant essaye et vois jusqu'où t'arrives. Honnêtement, j'étais pas du tout persuadée de réussir à arriver jusqu'à Hendaye, même si bon, j'ai squeezé les Alpes à cause de la neige, mais voilà, je suis partie plutôt comme un défi qu'on se lance, et puis en me disant bah voilà, essaye, y a pas de raison, l'humain est fait pour marcher et tu verras bien. C'est génial. Est-ce que tu avais vraiment tu vois, des choses qui te faisaient plus peur ou des doutes avant de partir? Bah, je pense que comme j'étais un peu naïve, j'avais pas tant d'appréhension, euh, si ce n'est celle plutôt que mon corps ne suive pas, que physiquement je rame et que ce soit ça qui me fasse arrêter. Donc et effectivement, de manière générale, pour moi en tout cas, plus que le mental, c'était le physique qui était le plus difficile. Ah, tu vas nous raconter ça. Et est-ce que tu avais fait une préparation, tu vois, physique spécifique? Est-ce que tu avais l'habitude de marcher, tu vois, sans parler forcément de rando hyper longue, mais est-ce que tu marchais déjà régulièrement et est-ce que tu as mis en place des choses pour te préparer? Euh, alors oui, alors j'ai toujours marché, mais j'ai plutôt fait des randos à la journée ou sur 2, 3 jours. Euh, alors est-ce que je me suis préparée? Je pense honnêtement pas suffisamment. Enfin, en tout cas, je pense que je peux pas dire, je peux pas conseiller aux gens d'y aller forcément comme j'y suis allée moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour me préparer? Les 2 mois avant l'Exatrek, j'ai fait, j'ai un peu amplifié les randos en essayant d'avoir un sac un peu plus lourd que d'habitude. Et j'ai fait pas mal de natation. Mais à part ça, je me suis pas plus préparée que ça. Surtout que comme j'étais en année sabbatique, j'ai aussi pas mal bougé avant l'Exatrek. Donc voilà, j'y suis allée comme un peu comme ça, la fleur au fusil, quoi. Et je sais qu'il y a d'autres gens qui se sont, voilà, d'autres exatraqueurs ou exatraqueuses qui se sont plus entraînés ou qui ont plus
des habitudes vraiment ultra sportives qui font du trail ou de la course. Moi, c'est pas mon cas. Voilà, en dehors de la marche, qui est vraiment mon dada, je me sens pas. Enfin, j'étais pas, en tout cas, une sportive acharnée, quoi. C'était aussi pour ça que j'avais des doutes. Ouais, normal. Et si tu devais refaire, tu penses que tu te préparais quand même un peu plus physiquement? Alors, je pense que si je devais changer un truc, oui, peut-être que je me préparais un petit peu plus physiquement, mais pour moi, le nerf de la guerre, c'est le poids, clairement, de ton sac à dos. Surtout que bon, là, on me voit pas, mais je suis un tout petit gabarit, hein, je fais 1,53 m. Donc, un sac à dos de 10 kilos quand on fait 1,53 m ou quand on fait 1,80 m, clairement, c'est pas la même chose. Et du coup, même si j'avais essayé d'optimiser au max le poids du sac à dos, je pense que c'est voilà, j'ai eu au démarrage quand même pas mal de douleurs au niveau des pieds. Pour dire, je me suis arrêtée à Saverne, donc vraiment, j'étais à peine partie de Luxembourg et quelques jours après, je suis arrivée à Saverne en larmes dans la pharmacie en disant mais en fait je peux pas continuer, j'arrive plus à poser les pieds par terre. Donc ouais, le poids et puis les chaussures quoi. Vraiment, moi j'ai changé de chaussures, donc j'ai fait d'abord une pause à Saverne pendant quelques jours histoire de me masser les pieds, de renvoyer encore des trucs par la poste qui étaient dans mon sac à dos. Et puis les chaussures, des chaussures adaptées. Alors il y a pas, je pense, de bonnes ou de mauvaises chaussures. Hein. C'est vraiment trouver la chaussure qui nous corresponde. Et et puis moi j'avais fait l'erreur aussi d'avoir une paire de chaussures à ma pointure, alors que vraiment voilà, bah, ça fait partie des choses qu'on nous dit. Je me dis oh mais non, je vais pas prendre au-dessus de ma pointure. Bah, en fait j'ai pris, j'ai du 37 et finalement j'avais du 39 et c'était le pied. C'est vrai que ça, c'est fou comme ça peut jouer et on se rend pas trop compte si on répète pas en fait l'exercice. Il y a des chaussures, on arrive très bien à marcher avec une journée, 2 journées, mais au bout de 4, en fait, je sais pas, le pied, on a l'impression qu'il a doublé de volume, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Oui, très oui. bizarre. Ouais. Et puis c'est vrai que on est, enfin le départ dans les Vosges, les premières semaines, il y a eu quand même énormément de pluie, donc c'était voilà, on avait les pieds, enfin j'avais les pieds bien trempés. Je pense que j'avais autant d'ampoules que d'orteils, donc ça a pas aidé non plus. Et est-ce que tu avais un peu une, je sais pas, une journée type, tu vois, un peu sur l'Hexatrek ou est-ce que finalement ça se ressemblait pas trop? Est-ce que tu prenais des jours de pause? Combien de kilomètres tu marchais par jour? Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu le déroulement de cette randonnée? Alors des journées type, bon, c'est vrai que tu passes quand même beaucoup de temps à marcher, hein, on va pas se mentir, mais globalement, j'étais réveillée très tôt. Je partais en général au lever du soleil, voire même avant pendant la canicule, pour éviter les grosses chaleurs qui arrivaient très vite. Donc là, je partais à la frontale encore un peu plus tôt. Euh, J'étais plutôt couchée avec les poules. Et après, c'est vrai que voilà, si je traversais un petit village avec une belle petite terrasse ensoleillée, l'appel de la bière, elle était toujours, il était toujours là en général. Et pareil, si j'étais, voilà, s'il y a un coin où je me disais tiens, c'est vraiment sympa ici. Ouais, tiens, je vais me faire une journée de pause et je vais rester là aujourd'hui. En général, j'essayais quand même de me faire au moins une journée de pause par semaine. Et après, à la fin aussi, j'avoue que dans les Pyrénées, dès qu'il pleuvait, vraiment, je me faisais une journée de pause parce que j'en avais marre de marcher sous la pluie et que voilà, c'était pas. Après, chacun son truc. Moi, dans les Vosges, il a beaucoup plu au début. Et à la fin, vraiment, j'avais, voilà, je me suis dit non. Après, j'avais pas non plus une date de reprise de boulot, donc je pouvais aussi me permettre un peu plus de souplesse dans ma gestion du temps. Mais c'était aussi assez agréable de se dire bon ben il fait pas beau, je reste là, je bouquine, je me trouve un refuge ou même dans une cabane et puis voilà, je reste au calme. Après pour les kilomètres par jour, c'est vrai que je suis pas une acharnée, hein. Surtout qu'au début j'avais quand même beaucoup mal aux pieds au démarrage. Donc là j'y suis allée vraiment progressivement, mais en moyenne je pense que j'étais entre 20 et 25 kilomètres par jour. Et il y a juste la partie un peu avant d'arriver sur Carcassonne et tout, où là, du coup, c'était assez roulant, donc j'étais plutôt autour de 35. Mais, euh, mais voilà, je marche pas très vite. J'ai même d'ailleurs un Exatracker qui a marché une journée avec moi qui m'a dit, mais la vache, mais je pensais pas qu'on pouvait marcher aussi lentement. C'est sympa cette remarque. Donc oui, je suis lente, j'adore m'arrêter, regarder, faire des photos, enfin voilà, me poser dans un endroit où je me dis tiens là, je vais me faire une tisane. Mais oui, j'avais envie en tout cas de le prendre, de faire cet Exatrek, de me l'approprier en fait, de le faire comme moi j'avais envie de le faire et que ce soit surtout
le plaisir qui l'importe en fait. Les jours où j'avais pas envie, bah, je m'arrêtais. Les jours où j'avais une énergie de dingue, je faisais 30 bornes. Et puis voilà, s'écouter en fait. Je pensais vraiment le maître mot, c'est de s'écouter parce que de toute façon, ton corps se rappelle vite à toi si tu forces. Et c'est aussi pour ça que c'est l'avantage quand tu marches seul. Même si bon, je marchais aussi avec des gens ici ou là, mais tu marches à ton rythme en fait. Tu te forces pas à courir derrière quelqu'un ou à attendre quelqu'un. Mais bon, ça, très honnêtement, je pense que ça ne serait pas trop arrivé, je pense. Ça paraît tellement plus logique de le prendre comme ça plutôt que de chercher enfin, tu pas de record à battre, quoi. L'idée, c'est vraiment d'en profiter et de profiter à ton rythme. Il y a pas de bon rythme qui serait d'aller plus vite ou enfin et puis je sais pas, à titre perso, je trouve ça cool de prendre le temps aussi de faire des pauses que tu as envie de faire des pauses. Enfin, c'est ça aussi la liberté, quoi. C'est pas juste de se dire: «Faut que je marche comme une brute pendant des kilomètres tous les jours». Enfin, ça aurait pas un intérêt fou, pourquoi pas, mais bon, c'est pas, je pense que c'est En pas tout cas, l'idée oui, d'une clairement. expérience comme ça, en tout Mm. cas, ouais. Et où est-ce que tu dormais en général? Est-ce que donc t'avais ta tente, mais est-ce que t'as bivouaqué tout le temps? Est-ce que parfois t'allais en camping, parfois tu prenais un hébergement en dur, des refuges ou comment tu faisais? Alors, je pense que sur tout l'Hexatrek, je dois être à 60% de bivouac et le reste, soit en refuge, soit en gîte d'étape, soit en camping. Des Airbnb, je crois que j'en ai pris 2 fois. C'était vraiment particulier, un après une insolation et un autre parce que j'ai fait un détour à Belfort, mais sinon, ouais, bivouac 60%, je pense. À la fin, dans les Pyrénées, comme il faisait vraiment froid, j'ai fait plus de refuges. Et sinon, bah, bivouac, cabane, voilà. C'est vrai que c'est aussi ce qu'il y a de génial, en fait, dans l'Hexatrek, c'est que je crois que c'est 70% ou 75% du trajet qui est, où on peut bivouaquer, où le bivouac est toléré. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que c'est une sensation de liberté qui est absolument géniale, quoi. La première nuit que j'ai sur l'Hexatrek où j'ai mis ma tente dans la forêt, bah, c'était voilà. Je l'ai pas fait souvent en plus moi de faire du bivouac comme ça toute seule. Et du coup j'étais comme une gosse quoi. J'étais surexcitée. J'écoutais tous les bruits, j'arrivais pas à dormir. C'est vraiment voilà. Alors c'est sûr que ça peut aussi faire un peu flipper parce qu'en fait il y a vraiment plein de bruit la nuit dans la forêt. Mais mais vraiment, moi, j'adore ça. Enfin, il y a un truc ouais, je pense qu'il y a un sentiment presque d'aventure qui a un lien avec l'enfance, quoi, où vraiment on va se cacher dans la forêt. Enfin, ouais, il y a un truc de joie de gosse que je trouvais vraiment génial. Et après, par contre, j'avoue que, avec l'habitude et aussi pour bien dormir, même en bivouac, je mettais mes boules qui yes. Parce que c'est vrai que quand il y avait vraiment du potin ou quand il y avait le brame du cerf, bah, moi je me disais bon, moi je vais quand même roupiller. Oui, il y a un moment, la fatigue l'emporte. L'excitation de tous ces bruits est passée. Et comment tu faisais pour te ravitailler? Est-ce que c'était facile de trouver des choses ou acheter à manger régulièrement? Oui, globalement sur l'Hexatrek, on traverse quand même beaucoup voilà de villages, de petites épiceries et selon les endroits, je pense notamment à la partie dans les Pyrénées où on emprunte le GR10, il y a aussi vraiment des lieux spécifiques de ravito pour les randonneurs. Après, voilà, parfois il faut qu'on ait, on va dire 3 jours de réserve, mais globalement, on trouve facilement. Moi, j'avais eu une petite galère autour du 15 août parce que j'avais pas très bien anticipé. Et, euh, et à la fin, dans les Pyrénées, comme c'était la fin de saison, bah, il y avait les refuges et même les petits épiceries de randonneurs qui fermaient. Mais on trouve toujours des solutions et surtout, bon, ça, c'est tout le long de l'Hexatrek et pour tout, mais les gens sont tellement sympas. Enfin, les habitants, le nombre de gens qui m'ont invité à manger, à dormir, qui m'ont dit, ah, mais venez, je vous amène au supermarché, on va faire des courses. Enfin, en fait, c'est vraiment, la vie est hyper facile. Enfin, finalement, il y a toujours une solution et au pire, tu fais du stop et après, bon, tu manges pas. Alors, il y a des randonneurs qui cuisinent ultra bien pendant les longues randos. Moi, j'avoue que j'ai principalement mangé de la soupe en sachet et des coquillettes 3 minutes. Donc bon, c'est quand je suis rentrée, quand j'ai arrêté de Basique. marcher, après j'étais voilà, que j'ai été comme une dingue pour faire la cuisine mais oui, oui, c'est pas de la grande gastronomie, c'est aussi pour ça qu'à la fin quand il commençait à faire froid et tout dans les Pyrénées, j'étais aussi contente d'être en refuge pour je me dis ah, bah le soir, j'ai au moins un vrai repas et
et durable et encore durable. Donc, mais non, le Ça doit quand même être ravitaillement sur les réconfortant. attraits, ouais, exactement. Et c'est chouette de se rendre compte aussi que, en fait, il y a aussi toujours des solutions qui peuvent venir de l'extérieur parfois, où au final, t'as des gens qui t'aident bien volontiers, quoi. Ça, c'est toujours rassurant, je trouve. Oui, mais clairement. Et alors là, j'ai envie de dire, que pour une fois que être une femme dans l'espace public, c'est plutôt un avantage. Euh, Moi, j'avoue que je l'ai vraiment saisi et voilà. Alors, j'étais prudente et voilà, je fais pas. Mais les gens sont vraiment hyper chouettes, très curieux de ce que tu fais. Euh, et puis vraiment toujours à aider, à t'inviter. Enfin, c'est dingue, hein, vraiment. Mais ça a été je pense, ma plus grande surprise de l'Exatrex. C'est vraiment, ça m'a consolée de l'humanité. Je me suis dit, ah, mais les gens sont hyper cool en fait, partout. Donc ça, c'était vraiment agréable. Et du coup, bah en fait, t'es relax. Tu dis, bah en fait, il y a rien à manger, mais je suis sûre que je vais trouver et puis que quelqu'un va m'inviter. Moi, je partais comme ça des fois, quoi. Vraiment, et ça marche. Excellent. Et comment t'as géré, t'en parlais un petit peu, ce côté sécurité, ça, j'imagine que c'est une question qui te revient tout le temps. La sécurité quand on est en rando, en solo, en tant que femme. Comment t'as perçu cet aspect-là et géré éventuellement? Bah, en fait, je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que je pense que la montagne en solo, en soi, il faut déjà être prudent. Qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, je pense que voilà, faut faire gaffe, faut faire hyper gaffe à la météo. Il faut pouvoir appeler les secours même si on n'a pas de réseau. Donc, si on a un téléphone ou on a une connexion satellite, bon bah au moins on est rassuré de ce côté-là, ou avoir une valise. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même être prudent. Quand on voit chaque année que voilà, la montagne est quand même bien plus grande que nous. C'est Et clair. après, en tant que femme, bah oui, c'est sûr que c'est d'autres questionnements. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, la question de la peur, d'être seule dans ta tente. Après, je pense que le risque, il est pas. Enfin, moi, je dis souvent, le gars, il faut qu'il y aille, quoi, se taper 2000 mètres de dénivelé pour éventuellement tomber sur une petite meuf à emmerder. Bon, ça peut arriver, hein. Mais bon, je pense que c'est pas forcément le. C'est plutôt en fait quand tu te rapproches des villes ou quand tu traverses les villes, bon bah, voilà, tu fais un peu plus gaffe ou tu. Mais globalement, voilà, je pense il faut, euh, faut pas que la peur te fige. Il faut que voilà, la sécurité te fasse les bonnes décisions et tu vois. Mais, euh, mais globalement, les gens sont vraiment cool, bienveillants, et ça fait plaisir, franchement. C'est vraiment cool. Ouais, carrément. Et est-ce que tu rencontrais au fur et à mesure beaucoup d'autres randonneurs ou randonneuses ou est-ce que t'es vraiment seule la plupart du temps? Ben, en fait, c'était assez différent au début, quand je suis partie de Wissembourg. J'ai marché finalement assez peu seule parce que bah, d'abord, j'ai rencontré un gars qui faisait le GR10, donc j'ai marché avec lui pendant une semaine. Ensuite, j'étais de nouveau un peu toute seule. Ensuite, j'ai marché avec un Suisse qui faisait l'Exatrek pendant au moins 15 jours, je pense. Et après, à partir du moment où j'ai repris l'Exatrek dans le Vercors et jusque dans les Pyrénées, là, j'étais beaucoup plus seule. J'étais quasiment tout le temps seule. Euh, voilà, j'ai marché. Parfois, tu marches une journée avec quelqu'un qui fait un bout, ou les gens qui faisaient Stevenson. J'ai marché 2 jours avec des copains qui faisaient Stevenson, mais là, j'étais vraiment plus seule. Et dans les Pyrénées, j'ai aussi, j'étais moite-moite. Voilà, parfois, j'ai marché une semaine avec une nana avec qui on s'était super bien entendu, et à la fin aussi avec un autre gars qui faisait l'Exatrek. Mais je dirais que je pense que la majeure partie de l'Exatrek, j'étais plutôt seule. Et quel a été ton rapport justement avec la solitude? T'as quand même du coup pas mal marché seule. Est-ce que c'est quelque chose que t'as bien vécu ou au contraire que t'as trouvé un peu difficile? Alors globalement, je le vis assez bien. J'aime assez bien être seule comme j'aime bien être en compagnie. Mais c'est vrai que j'ai un rapport assez serein, en tout cas, avec la solitude. Je trouve que c'est plutôt un luxe d'avoir de longues journées devant soi en solo pour penser, voilà. C'est euh, c'est assez rare finalement. Donc moi, j'aime assez bien. Après, il y a voilà des moments où tu as un peu plus le blues. Enfin, c'est comme dans la vie en fait, hein. C'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a des jours qui sont où tu as un peu moins la patate que d'autres et ben du coup c'est aussi enfin c'est comme avec le corps en fait, c'est de s'écouter et de se dire bon bah là j'ai pas trop le moral, j'ai plutôt envie d'aller voir des gens, bah je me pose et puis je m'arrête dans un village et puis en fait il y a toujours plein de gens qui viennent vers toi, tu discutes, tu vas au café du coin, enfin voilà, et tu rencontres plein de gens ou d'autres randonneurs ou des locaux
Et du coup, finalement, la solitude, je trouve, permet aussi la rencontre. Parce que d'ailleurs, quand je voyage, c'est aussi pareil. Quand je voyage toute seule, t'as pas le choix que d'aller vers les autres quand t'es toute seule, si t'en as marre de l'être. Et les autres viennent aussi beaucoup plus facilement vers toi que quand t'es un groupe et que du coup tu restes enfin, il y a plus d'entre-soi, quoi. Là, les gens vraiment viennent facilement vers toi. Donc en fait, si t'as pas envie d'être seul, bah tu l'es pas. Clairement, c'est voilà. Non, c'est plutôt chouette. Ouais, carrément, ça donne envie. Et quels ont été les moments les plus difficiles pour toi lors de cette traversée? Bon alors clairement cette année la météo c'était quand même pas simple hein, parce que on a traversé un peu toutes les saisons donc entre la pluie au début les voilà le froid la neige dans les Pyrénées la météo c'était des fois un peu pénible mais bon en fait ça fait aussi partie du jeu et puis du coup bah, t'acceptes en fait hein, de toute façon j'ai vraiment lâché prise sur une longue rando comme ça t'as pas le choix que de voilà de prendre comme ça vient. Et après, les moments les plus difficiles, alors j'ai fait une insolation, j'ai fait une méga gastro en bivouac sans point d'eau. Ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment, bah, je pense pas loin de la pire nuit de ma vie. Ah ouais, je comprends. Voilà. Et après, j'ai eu un moment un peu de flip sur la HRP dans les Pyrénées. où, où j'étais dans un pierrier au milieu de nulle part et la météo a changé tout. Enfin, vraiment, le brouillard est monté, il faisait hyper froid. J'avais encore 5 heures de marche pour arriver au premier refuge. Le soir, ils annonçaient une tempête. Enfin, là, j'ai vraiment eu un moment où je me suis sentie super vulnérable. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait une petite séance de respiration ventrale. Et puis j'y suis allée, voilà, j'ai réussi à atteindre le refuge, voilà. Et une autre fois au tout début, enfin, bon, maintenant j'en rigole, mais sur le moment j'étais pas non plus hyper rassurée. J'avais fait une grosse journée de marche et je suis arrivée dans une espèce de cabane où je pensais bivouaquer, enfin planter ma tente derrière la cabane. Et en fait il y avait 20 à 25 chasseurs qui faisaient la fête. Donc c'était voilà, donc ils étaient tous bien. Déjà il y avait que des mecs bien alcoolisés. Et du coup, moi, je suis arrivée avec mon sac à dos. Bonsoir, ça vous embête pas si je mets ma tente là? Moi, j'ai pas hyper bien dormi, c'était très sympa, hein, mais voilà. Naturellement, ouais, on parlait du sentiment d'insécurité quand on est une nana. Là, je me suis pas sentie super sereine. Mais bon, voilà, le matin, je n'ai pas été confondue avec un sanglier. Donc, j'ai pu repartir tranquillement. Ah, effectivement, quand même stressant. Et à l'inverse, est-ce que tu peux nous partager avec nous les moments qui ont été les plus marquants dans ton périple? Alors, d'un point de vue paysage, on va dire, j'ai été complètement hypnotisée, moi, par les Pyrénées. Euh, c'est la partie de l'Hexatrek que j'ai vraiment préférée. C'était la plus difficile aussi physiquement pour moi, mais euh, mais la plus intense, enfin voilà, c'est immense, c'est sauvage. Il y avait vraiment pas grand monde puisqu'en plus on était en fin de saison et euh, et j'ai eu du soleil, de la neige. Enfin vraiment, c'était les Pyrénées. J'ai aussi beaucoup aimé le Vercors. Donc ça, c'est plutôt d'un point de vue paysage. Après, globalement, on en parlait un peu avant. J'ai fait de très chouettes rencontres et je pense que voilà, le rapport humain enfin, j'ai découvert l'univers de la rando comme ça et de l'attention des gens. Ouais, je trouve que ça fait vraiment du bien. Et après, rien à voir, j'ai eu une surprise. J'ai eu la visite de mes enfants en Ardèche, mais vraiment surprise. C'est-à-dire ils m'ont géolocalisé et ils m'ont retrouvé et voilà, c'était vraiment chouette. Ah, ça devait être génial. J'ai Ça, c'est beaucoup la bonne pleuré. surprise. Et tu nous l'as un peu dit au départ, mais en fait, t'as pas fait la totalité de l'Hexatrek parce qu'en fait, t'as dû renoncer à la partie dans les Alpes à cause de la neige. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer les circonstances et nous dire aussi comment t'as vécu cette décision? Ouais, alors effectivement, en fait, je suis arrivée dans les Alpes fin juin et il y avait encore plein de neige, surtout que l'Hexatrek bah, emprunte les chemins, enfin voilà, les sommets. Étant donné que c'est pas vraiment ma spécialité, enfin, je fais pas d'alpinisme, voilà, me disais c'est encore autre chose d'aller avec tes crampons.
Donc voilà, finalement, le renoncement fait aussi partie, je trouve, au début, bah, c'est pas hyper agréable de dire, bon, bah, c'est un peu bête parce que puis je savais que si je faisais pas les Alpes maintenant, je les ferais pas. Et avec le recul, j'ai aucun regret parce que du coup, j'ai aussi pu voir que je marchais pas hyper vite et que si j'avais fait les Alpes, j'aurais sans doute pas réussi à faire les Pyrénées. Et les Alpes, je connaissais déjà un peu. Donc, finalement, bah, c'était un petit deuil à faire, mais je pense que ça va avec le fait de se faire une aventure qui te correspond. Et moi, je l'ai pas senti d'aller dans les Alpes avec cette neige. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Et voilà, en fait, je pense que c'est encore une fois, chacun s'écoute, chacun fait comment est-ce qu'il le sent. Moi, je le sentais pas et je me suis dit si c'est pour que je sois un peu stressée, alors que c'est un truc qui doit rester juste des moments de plaisir. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pris en fait le train de Genève à Grenoble et j'ai repris l'Exatrek dans le Vercors. Donc j'ai fait quand même tout le Vercors. Mais euh, mais voilà. Mais d'ailleurs, je ferai peut-être les Alpes une prochaine fois. Peut-être un jour tu vas y retourner. Et dans tous les cas, ça semble tellement logique ce que tu dis. Enfin, tu t'es adapté à ce que déjà la nature faisait, parce que si la neige t'y est pour rien, et puis ensuite à ce que tu jugeais bon de faire pour toi, c'est vraiment le plus important, quoi. Et Voilà. au niveau de ton corps, tu l'as dit un peu en intro, c'était quand même un peu dur, mais est-ce que au fur et à mesure, du coup, ça s'améliorait ou est-ce que c'est vraiment au début où tu as eu les moments les plus difficiles physiquement ou est-ce que ça revenait de temps en temps? Enfin, je sais pas comment ça fonctionne sur une rando aussi longue. Ouais, ouais. Bah alors non, alors c'est vrai que le démarrage était quand même hardcore dans le quand je suis partie de Wissembourg. Enfin voilà, les 15 premiers jours c'était vraiment difficile. Euh, euh, J'avais en fait une fascite plantaire d'après le médecin. D'ailleurs le pharmacien m'a dit mais il faut que vous arrêtiez, faites du vélo, je sais pas, faites de la natation. Mais donc quand on vient de C'est commencer, pas bah, j'avoue que je prévu. me suis dit bon super, ça fait 10 jours, une semaine que t'es partie. Bon, là, j'aurais eu un peu de mal à renoncer par contre, j'avoue. Donc je me suis dit, bah en fait, j'ai fait des heures de massage, j'ai changé de chaussures, j'ai été doucement voilà les premiers jours. Et puis j'avais pendant longtemps une balle de tennis dans mon sac à dos pour me masser les pieds quand je m'arrêtais. Et mais oui, ça va être là. Alors j'ai toujours eu une petite douleur au pied quand même qui est restée jusqu'à la fin. Aujourd'hui, j'ai un peu mal au genou, mais globalement, bah, le corps est hyper résilient, hein. Enfin, vraiment, moi, qui était pas une sportive de dingue, j'ai beaucoup de reconnaissance pour mon corps de m'avoir fait marcher comme ça pendant 4 mois et demi et d'avoir été d'accord de suivre mon idée. Oui, c'est sûr que c'est engageant, hein. J'ai perdu, je crois, 8 kilos, donc que j'ai récupéré, je pense, direct en rentrant. Mais, euh, mais oui, oui, c'est sûr que après on est tous différents. C'est sûr que si on a plus l'habitude de faire de la montagne. Moi, la question du poids de mon sac, je pense que ça a quand même joué beaucoup, ce que disait Toubib sur mes pieds donc si c'était à refaire, je pense que je me rachèterais du matos encore plus léger et pour vraiment partir avec. Pourtant, j'avais vraiment pas grand-chose, hein, mais bon, c'est. Ouais, mais ça reste complètement différent, tu vois. Je pense que même si on est sportif de base, oui, bien sûr, ça va aider, mais n'empêche que là, tu répètes quasi Mm, tous les jours. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais l'habitude de faire. Enfin, à moins, je sais pas, d'avoir une vie vraiment, disons, hors norme. Mais, euh, mais à mon avis, tu as toujours quand même une phase où c'est un peu compliqué. Enfin, mais c'est fascinant de voir que le corps s'adapte. Ça, c'est quand même super rassurant. ouais, vraiment. Et puis, et un autre truc aussi, c'est que enfin, il y a des soirs où je me couchais dans ma tente et puis je me disais, non, mais j'y arriverai plus, quoi. Demain, c'est pas possible, j'arrête, j'en peux plus, j'ai du mal à. Et la nuit aussi, elle est miraculeuse, la nuit. Parce que, on dort, on est éreinté, on se dit, on en peut plus, et on se réveille le matin, on est là, oh, trop bien, j'y retourne. Et tout est revenu, quoi. Ça fait vraiment, ouais, la nuit est vraiment réparatrice dans tous les sens du terme, et physiquement et moralement. Ouais, c'est génial. Et est-ce que tu as appris vraiment des choses sur toi-même en fait en marchant? Parce que donc, 2300 km, hein, je le répète, c'est quand même bien long. Il y a un peu d'introspection peut-être qui se fait. Oui, oui, ça c'est sûr que il y en a pas mal, hein. Et puis c'est assez rare les moments où on en a autant devant soi, enfin la possibilité de. Et après, voilà, moi c'est quelque chose en lien avec la confiance, le lâcher prise, et puis j'ai aussi eu, alors là c'est plutôt par rapport à mon
à mon rôle de mère. J'ai 2 enfants du coup qui sont grands aujourd'hui, mais de toute ma vie, je n'ai jamais eu aussi peu de charge mentale. C'est-à-dire que enfin, mes enfants, alors voilà, ils sont étudiants tous les deux, mais je veux dire, ils avaient leur vie, j'avais plus aucun, ma journée, enfin mes pensées, c'était où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais trouver à manger. Eux, enfin vraiment la charge mentale de mère, elle est totalement disparue. Et du coup, j'ai trouvé ça assez agréable. Je pense que ça a fait, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense qu'à eux, ça leur a fait beaucoup de bien aussi. Et après, ce que ça m'a appris aussi, bah, globalement, c'est que je dirais que c'est toujours assez agréable de laisser ses rêves remonter à la surface et que l'aventure est potentiellement au coin de la rue pour qui a envie de la saisir, quoi. Moi, j'avais vraiment envie de me faire une crise de la quarantaine assez joyeuse et pleine d'aventures. Et je crois que j'y suis vraiment arrivée. Et là, je suis revenue pleine d'énergie et je peux que conseiller. Enfin, si vous avez envie, voilà, les nanas qui nous écoutent, on me dit foncez quoi. C'est vraiment voilà. Ça m'habite encore aujourd'hui et je pense que ça va m'habiter longtemps. J'aime bien l'idée de la crise de la quarantaine, mais version positive et joyeuse, c'est quand Exactement. même plus sympa comme manière de voir les choses. Et est-ce que ça te donne envie de refaire d'autres aventures de ce type? Alors peut-être pas aussi long parce que c'est pas toujours facile à caser, mais même bah voilà, de repartir sur les sentiers en tout cas pour marcher ou pas marcher. D'ailleurs, ça pourrait être avec un autre mode de déplacement. Ouais. Oui, oui, bah, je pense que quand on y a goûté, c'est un peu difficile de se dire qu'on n'y regoutera plus. Bah déjà, j'aimerais bien faire la traversée des Alpes pour me dire que j'ai fait l'Exatrek dans sa totalité. Donc ça, on verra quand. Et après, j'aimerais bien faire une petite aventure à vélo aussi. Mais bon, pour l'instant, il faut quand même que je travaille et que je fasse bouillir la marmite. Mais oui, oui, j'y songe et j'aimerais bien que ça ne reste pas qu'un songe. Génial. Et tu nous en as parlé un petit peu côté équipement, mais donc tu évoquais surtout les problèmes de poids. Est-ce que tu as t'as des choses à conseiller, en fait, un peu tu vois, les indispensables à emporter pour faire l'Exatrek? D'ailleurs, les indispensables à emporter et à ne pas emporter, parce que du coup, Oui. pour le poids, c'est important aussi. Oui, bah c'est sûr. Bah en fait, je pense qu'il faut vraiment y aller avec le minimum, quitte à se faire envoyer des colis. Moi, je me suis fait envoyer un colis dans les Pyrénées parce qu'il allait faire plus froid. Mais globalement, tout ce que vous emportez en vous disant au cas où, je pense qu'on peut laisser à la maison. Et, euh, et après, voilà, moi, j'avais aussi des petites choses auxquelles je tenais. J'avais une liseuse, j'avais un carnet. Après, on peut aussi se faire mais j'avais pas de déo, par contre. Ça, c'est le genre de truc, ça sert à rien. De toute façon, tu pues. Donc, ça sert à rien d'amener du déo. Et en termes de fringues, c'est pareil. Hein, t'as un short, un t-shirt. Enfin, je veux dire, voilà, ça sert à rien d'avoir plein de rechange. Voilà, je trouve toujours des endroits. Le soir, tu te rinces ton t-shirt et puis. Mais ouais, moi, la question du poids, en tout cas, pour moi, c'est hyper important. Donc, c'est vraiment, ouais, je pense qu'il faut y aller minimaliste, quoi. Bon, même si quand j'ai eu ma gastro, j'ai regretté de pas avoir d'Imodium sur moi, mais bon, ça m'apprendra. Je me dis, c'est pas encore trop lourd à la limite. Et Et, comment c'était le fait de revenir après ces 5 mois, hein, c'était bien ça, le temps que t'as mis? moi, j'ai mis 4 mois et demi. Et ensuite, je suis revenue assez, je suis revenue assez progressivement. Après, on va pas se mentir, le retour au quotidien, il est pas simple, hein. Alors, on m'avait prévenu, puis je l'avais un peu deviné aussi, mais c'est vrai que quand tu rentres, t'as un peu l'impression d'être un E.T. au milieu de l'autoroute, quoi. T'es là, boum, bah, ou t'as envie de monter ta tente dans le salon, bah. Mais, euh, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de joie, bah, de retrouver ses proches, ses amis. Voilà, les gens sont très curieux aussi, donc du coup, tu passes aussi pas mal de temps à raconter ce que tu as fait. Et puis voilà, enfin, même si le retour, il peut être un peu vertigineux, voilà, on le voit surtout comme une grande chance d'avoir vécu ça, quoi, clairement. Ouais, bien sûr. Et est-ce que ça a changé carrément, tu vois, ta vision un peu de, bah, je sais pas, de la vie, de ton rapport au travail, au temps, à la nature? Enfin, est-ce qu'il y a eu vraiment un changement fondamental, on va dire? Je suis pas sûre qu'il y ait eu un changement fondamental parce que j'avais déjà la conviction que c'était bien de vivre les choses
maintenant et pas forcément attendre sa retraite avant de vivre ce qu'on avait envie de vivre. Donc ça m'a plutôt confirmé. Et puis globalement je pense que d'oser en fait, d'avoir vraiment de prendre le pari de se lancer, puis on verra. Après, je peux que recommander à ceux qui peuvent s'offrir comme ça le luxe d'une petite pause, même professionnelle. Voilà, ça revigore. Vraiment, ça fait du bien physiquement, ça fait du bien mentalement, ça fait aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre de soi. Enfin, c'est vraiment ultra riche. Ouais, c'est effectivement ça a l'air d'être tellement concentré au final tout ce que tu vis finalement c'est que 4 mois et demi et tu Mhm. as vécu tout un tas d'expériences, traversé plein d'endroits différents, rencontré plein de gens, c'est vraiment impressionnant. Et est-ce que tu vois encore d'autres choses sur l'Exatrek, tu vois, que tu aurais envie de partager et où tu n'aurais pas forcément posé la question? Non, bah alors moi je me dis souvent que et le retour que j'ai eu de quelques copines, je me dis si voilà, s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer ou qui hésitent ou qui bah je pense j'ai un seul mot à leur dire, c'est foncer, tenter, même si c'est 15 jours, 3 semaines ou l'Exatrek en entier. Et puis voilà, c'est une expérience vraiment géniale. Et et un conseil que je donnerais, c'est d'écouter les conseils que vous allez chercher et de fermer un peu les écoutilles, tous les conseils non sollicités que vous allez recevoir et avant et pendant. Et aller, mais comme ça, mais t'es partie toute seule, mais t'es folle, mais t'as pas peur, mais voilà, il y a plein de gens qui vous donnent tout le temps plein de conseils que vous n'avez pas demandé, des fois c'est un peu usant. Donc allez les chercher, voilà, auprès des gens qui l'ont déjà fait. Il y a une vraie communauté autour de l'Exatrek. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle les Exagirls avec où il y a d'anciennes exatrekeuses qui sont là, qui répondent vraiment bien volontiers aux questions des personnes qui auront envie de le faire. Le site de l'Exatrek est super bien fait aussi. Il y a une FAQ, il y a plein de témoignages de gens qui l'ont fait. Donc vraiment, voilà, allez, allez vous rapprocher de gens qui l'ont fait. Et moi, je sais que ça m'a encore plus donné envie, quoi. Quand on voit le smile des nanas qui l'avaient fait 2 ans avant et qui en parlaient encore avec des étoiles dans les yeux, je me suis dit, ouais, ça a l'air pas mal, hein. Donc oui, C'est super motivant. oui, exactement. Vraiment. Puis du coup, ça rassure aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi, voilà, poser des questions très terre à terre. Bah, on l'évoquait avant sur la question de la sécurité, voilà, c'est aussi d'avoir des nanas d'expérience qui l'ont fait, qui partagent avec nous, c'est riche. Et euh, et après, pendant l'Exatrek, il y a aussi un Discord dédié aux Exatrekers, qui est aussi hyper pratique, où tout le monde se refile les infos, ceux qui sont devant, derrière. Attention, là, la source, elle est tarie. Enfin voilà, c'est une mine d'informations et aussi de gens qui sont sur le chemin en même temps que toi, qui peuvent être voilà de précieux conseils ou t'attendre s'il y a un problème. Voilà. C'est une belle communauté aussi. Ah, c'est génial d'avoir ça. C'est vrai que c'est un côté aussi très rassurant, enfin, en amont pour toutes les questions qu'on se pose, mais c'est vrai que pendant, c'est chouette quoi, de pouvoir échanger des petits tips en temps réel. C'est génial Exactement. qu'il y ait ça. Ouais. Oui, oui, puis ça vit vraiment bien. Il y a un dossier par étape. Il y a du coup les bénévoles aussi de l'Exatrek qui répondent, qui sont ultra réactifs. Non, c'est vraiment chouette. Et même si tu marches seul, tu sais que t'es pas tout seul si t'as un souci ou si t'as des questions. Voilà, c'est aussi rassurant pour celles et ceux qui voudraient se lancer en solo. Ah, ça donne super envie. Grand merci Gala pour Je t'en ton prie, partage merci à toi. d'expérience. C'était super intéressant. Je suis bien contente qu'on ait réussi à faire ce podcast. J'ai découvert l'histoire au tout début et là j'ai eu toute l'aventure et le résultat qui donne vraiment envie. Ça avait l'air top, une belle expérience. Donc merci et puis à bientôt sur la Sportive Merci Outdoor. beaucoup.